Salut, Georges. Bonjour, salut les gars. Hey, j'en reviens pas, c'était Régent de Terrebonne. Je te voyais rire en dessous aussi. Hey, il fait trop rire, c'était malade ça. Ben, tu l'écoutais dans le char toi aussi en allant à l'école quand t'étais jeune, hein? Ben, À c'est la radio. certain. Ben, à force de voir comme ça, je pensais qu'il était mort aujourd'hui. Je pensais pas qu'il était en feu. Ouais, t'es croustillant un peu à soir. Ouais, comme d'habitude, il est très croustillant. Comment ça va, Georges? Ça va super bien, vous autres, les gars? Ah, ça va Ça va numéro un. Merci d'être venu nous rejoindre à soir. On est super contents. Notre rituel annuel, tabarouette. C'est le fun. Une fois par année, une fois ou deux par année, on reçoit Georges. On est choyés, en tout cas. On est gâtés pas à peu près. On est Ben, je gâtés suis pas à content peu près. d'être avec vous autres, les gars. Ben là, pour briser la glace, je vais mettre ça simple. On a vu tes réseaux sociaux dernièrement. Là. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai texté hier là-dessus. Tu sors du bain gelé à moins 40 dehors puis tu fais des petits étirements. Là. Je sais pas si on est capable, Simon, de montrer le vidéo pour que les gens voient. Là. Ben, explique-nous un peu. C'est quoi ce rituel-là? Parce que c'est bizarre. Ma routine matinale, ça, les gars. J'aime ça quand je me lève le matin. Pas tous les matins, mais la plupart des jours. J'aime ça. La première chose que je fais en me levant, je mets mon short puis je me jette dans l'eau glacée. Ça me fait du bien. À part de ça, tout va bien. Non, mais pourquoi, Georges? Mais je l'utilise aussi le soir avant de dormir. Moi, j'ai un jacuzzi aussi qui est très chaud. Donc, je fais chaud-froid, puis ça m'aide à dormir. Mais le matin, j'aime ça. Pour moi, c'est mieux qu'un café. Ça me réveille, ça booste mon adrénaline, puis je suis parti pour la journée. Puis pour moi, c'est très thérapeutique parce que ça me met dans une situation très, très inconfortable. Puis le bienfait, en fait, c'est quand tu en sors, tu te sens vraiment libéré, tu te sens bien. Mais la marche à moins 25, mettons, de la piscine jusqu'à la maison, elle doit être plate en tabarnak. Ah, c'est rendu que tu développes une résistance quand même, les gars. Si jamais un jour vous avez la chance, je vous invite chez moi, puis C'est quoi, ça va être? Vous allez aimer ça. On va venir, Georges, la seule différence, c'est que nous autres, on va garder notre T-shirt. Mais en gros, ça t'aide, tu trouves que ça t'aide la santé puis tout ça? Mais moi, je pense que ça booste mon système immunitaire. Je suis convaincu aussi que ça m'aide à diminuer l'inflammation de mon corps à cause de mes entraînements. Puis je pense que ça m'aide aussi, c'est très thérapeutique au côté mental. Ça m'aide à me sentir bien dans ma peau. Puis ça fait vraiment une différence. Nice. Puis on se parlait justement l'année passée, je pense que c'était au Super Bowl. Est-ce que c'est encore l'entraînement toujours sans arrêt, puis tu as une routine encore d'entraînement, puis tout de bouffe incroyable? Ben, je m'entraîne toujours parce que j'aime ça être en forme pour le bien-être. Par contre, j'ai pas de combat à l'horizon. Et je le fais toujours parce que j'aime me sentir en forme. J'aime que quand je me regarde dans le miroir, je suis en forme et je suis content de moi. Je suis fier de moi. Mais aussi, tu sais, des fois, je suis appelé à faire des camps d'entraînement. Je vais aider des partenaires d'entraînement qui sont encore dans l'élite mondiale. Donc, j'aime ça rester sharp, tu sais, parce que j'aime le sport. Puis, je vais essayer de le faire au niveau de l'élite mondiale le plus longtemps que je peux, parce que j'aime beaucoup ça. Puis aussi, quand je fais des films, souvent, je fais mes propres cascades. Donc, c'est important que je reste athlétique, que je suis capable de faire mes propres stunts. Comment ça va dans ce département-là, justement? C'était pas prévu comme question, mais les films, tout ça, on s'en va vers où, là? On va voir bientôt? J'ai des auditions, je prends des cours de jeu aussi, puis des cours d'anglais, là, parce que mon anglais faisait vraiment pitié, puis je travaille très fort. Mais c'est ça, j'ai fait plusieurs auditions, mais je viens de finir un projet, ça s'appelle le Falcon and the Winter Soldier. C'est sur Disney, la plateforme. Ouais. Et je joue le personnage c'est un personnage de l'univers Marvel qui s'appelle Batroc. Batroc de Leaper. Puis souvent, lui, c'est un méchant. Il fait face à Captain America. Puis malheureusement pour lui, puis pour moi, c'est pas lui qui a l'avantage, mais au moins, ça fait rigoler les gens, puis c'est le fun. Ça, quand tu fais un film, ça. quand tu fais un film de même, c'est cool, mais c'est où que tu vas, mettons? C'est-tu filmé à Hollywood tout le temps ou c'est. Saint-Isidore. Le film de Captain America, c'était à Los Angeles, la scène, c'était filmé sur un bateau. Celui que je viens de faire là, les scènes que j'avais, c'était filmé à Atlanta dans le studio Pinewood.
à Atlanta. Wow, Nice. c'est vraiment hot. Ça doit être incroyable, pareil, de participer à des films de même. Là. Ça ressemble impressionnant. beaucoup. En fait, le jeu puis les combats, tu as des choses qui se ressemblent beaucoup. Comme par exemple, moi, souvent, j'ai eu l'impression que j'ai joué toute ma vie parce qu'avant un combat, j'étais effrayé, j'avais extrêmement peur, j'étais intimidé. Mais je jouais le jeu quand je marchais vers l'octogone du gars qui est en confiance et que pour lui, c'est impossible d'échouer. Mais à l'intérieur de moi-même, c'était tout le contraire. Donc, j'étais un acteur dans ce temps-là même. Je jouais à ma façon. Et aussi, dans le jeu, c'est un peu comme un combat quand tu te prépares. Il faut que tu fasses beaucoup, beaucoup de répétitions. Puis dans un combat, tu vas répéter tellement souvent certains scénarios, on appelle ça des drills, des répétitions, de trucs qui peuvent arriver dans le combat. Mais peu importe comment de fois tu te pratiques, quand le combat commence, tu t'aperçois très rapidement que l'adversaire n'est jamais comme tu l'imaginais. Il est toujours différent. Puis le jeu, c'est la même chose. Tu peux pratiquer une scène tellement de fois puis te l'imaginer dans ta tête, mais quand tu arrives sur le plateau de tournage, c'est toujours différent parce que les acteurs avec qui tu joues, ils vont te donner des réactions différentes auxquelles tu ne t'attends pas. Le décor, il va être différent. Donc, je pense que les meilleurs athlètes en sport de combat et les meilleurs acteurs, ils ont un point en commun, ils sont capables de s'adapter très rapidement. Puis je pense que c'est une qualité, comme Bruce Lee disait, il disait « be like water ». Puis Bruce Lee, c'était un acteur, puis c'était un martial artist aussi. Ouais. Puis lui, il disait il faut être comme l'eau pour être capable de s'adapter. Donc, je trouve que c'était une belle analogie qu'il faisait. Mais hein, sais-tu comment on pense quand tu arrives là-bas, t'as-tu ta loge, puis tout ça, l'acteur avec le petit buffet qui t'attend? Ça dépend ça dépend des projets, là, tu sais. Mais celui que j'avais fait pour Disney, là, c'était la grosse affaire. C'était vraiment cool. T'avais une roulotte, puis tout, t'avais une assistante, c'était le truc de fou, là, tu sais, là. Mais quand je fais des petits trucs au Québec, tu sais, puis j'aime ça le faire pareil au Québec, parce que moi, je compare ça à quelqu'un qui s'entraîne, il faut qu'il fasse du punch-in bag, il faut qu'il fasse du sparring, puis pour moi, quand je fais du jeu, j'aime ça aussi, je le fais pas juste pour l'argent, je le fais pour la passion. C'est sûr que le but, c'est de décrocher des gros rôles, puis des trucs comme ça, c'est ce qui me ferait triper. Mais je fais des choses aussi des fois qui sont plus petits, juste pour me pratiquer, pour pas que je perde la touch. Tu sais. J'ai commencé trop tard à comparer des autres, puis j'ai beaucoup à rattraper. Alors, je prends toutes les opportunités que j'ai. Alors, c'est intéressant. Puis tantôt, juste avant qu'on parle justement de ta carrière plus acteur, tu parlais que tu aides encore des gars de l'élite mondiale au niveau de l'entraînement. Mais quand tu t'entraînes, est-ce que tu améliores encore tes techniques? Parce que, dans le fond, quand on dit on va aller chercher Georges Saint-Pierre parce que sa force, c'est ça, puis ça va me préparer pour mon combat, ils vont chercher Georges Saint-Pierre pour une tactique individuelle qui est ta force pour améliorer l'autre. Mais est-ce que tu continues de t'améliorer ou tu fais juste du fitness en tant que tel? Non, je continue de m'améliorer. C'est ça qui est le fun. Wow. Puis, des fois, je dois t'avouer, je déteste me battre, mais des fois, j'y pense. Je dis, je pourrais revenir, battre peut-être le champion, mais je veux pas le faire parce que j'ai trop à perdre, puis ça vaut pas le coup. Mais les gars avec qui que je m'entraîne, que j'aide à préparer pour les combats, en fait, c'est pas eux qui m'amènent, c'est moi qui y va volontairement parce que c'est des partenaires que eux, la plupart sont beaucoup plus jeunes que moi, bien sûr, mais c'est des partenaires que eux, ils m'ont aidé quand moi, je compétitionnais pour des championnats du monde. Puis là, maintenant, c'est à mon tour que j'y vais de mon plein gré. Puis en même temps, j'ai mes entraîneurs là-bas aux États-Unis, donc avec qui que je m'entraîne. Donc, j'ai beaucoup de plaisir, puis j'apprends des nouvelles techniques. Je continue à m'améliorer. Ben, bravo de le faire, parce que je peux te dire, moi, on va me rappeler pour aller pratiquer. Je fais pas long feu. On a tout un petit flashback. Tu sais, admettons, mon gars est rendu à 13 ans, puis il regarde mes buts des fois, puis on a tout un but ou quelque chose qui nous marque. Puis je vois en arrière tes cadres de victoire, en arrière, il y a des gants, je pense, ces choses-là. Quel cadre que tu regardes, puis que tu fais comme, ah, ça là, c'est... T'en as eu tellement de moments incroyables, mais t'en as toujours un qui t'a comme... Il est venu te chercher différemment. Je pense que c'est ma victoire contre Matt Serra à Montréal parce que je revenais d'une grosse épreuve, d'une défaite, puis mentalement, j'avais trouvé ça dur, tu sais. Les gens, ils parlent souvent quand ça va bien dans la vie, mais je pense que c'est important. Tu reconnais un champion, un bon athlète, comment il surmonte certaines épreuves. Mm-hmm. Puis je revenais d'une épreuve vraiment crève-cœur. J'avais perdu beaucoup de confiance, puis il a fallu que je me rebâtisse.
Puis, en plus, le combat était à Montréal contre celui qui m'avait battu la dernière fois. Donc, pour moi, mon combat à Montréal, c'était vraiment spécial parce que ma famille et mes amis pouvaient venir me voir live. Donc, c'était vraiment le moment que Puis, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Puis, en plus, un bel article dans le journal à Montréal le lendemain, moi qui étais à la première page, qui dit « Les barbares », en anglais, je pense que c'est à la Gazette, c'est marqué « Les barbares sont de retour au Centre Bell ». Est-ce que j'ai gardé ça? Ça me faisait tellement rire. C'est les mêmes journalistes-là, maintenant, c'est eux qui m'appellent pour les entrevues, tu sais. Mais c'est normal, puis j'en veux pas parce que ça passe par l'éducation. Moi, j'ai commencé à une époque que le sport n'était pas accepté. Il était accepté ailleurs, mais il n'était pas accepté chez moi. Donc, il a fallu que j'aie du succès ailleurs pour revenir chez moi pour me faire accepter. Et je pense souvent que c'est la même chose dans plein de différents trucs, comme en musique. Rock Voisine, il y a eu du succès en France. Avant de revenir, Céline Dion est allée aux États-Unis, puis après, on s'est rendu compte à quel point elle était bonne. Tu sais, des fois, je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut que tu te prouves ailleurs pour en plus revenir. On dit « nul n'est prophète dans son pays », puis c'est vraiment vrai. C'est vrai, bien dit ça. Mais théoriquement, toi aussi, tu as amené un peu de sérieux au sport, tu sais. À un moment donné, au début, le UFC, c'était des bagarreurs de rue. Toi, tu arrives là avec une discipline, un respect. Je pense que c'est ça aussi qui a changé un peu la game. Mais en fait, avant, c'était des fighters, des gars qui provenaient d'un style d'arts martiaux. C'était le karaté, la boxe, le kickboxing, le jiu-jitsu, la lutte, peu importe. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'entraîner, mais à mélanger tous les styles. J'ai pas été le premier. Il y en a plusieurs autres qui l'ont fait avant moi, bien sûr. Mais je me suis inspiré de Bruce Lee. Même Bruce Lee, c'était pas de mon époque, c'était bien avant moi, mais je lisais beaucoup ses livres. Puis tout ce qu'il disait, Bruce Lee, peut-être que c'était pas un bon fighter. Il n'aurait pas pu se battre à l'UFC. Mais en tant que philosophe, il y avait une philosophie qui était incroyable. J'ai beaucoup appris avec lui. Quand tu parles d'entraînement de ces choses-là, quand tu vois les combats à cette heure, les combattants UFC qui transfèrent, qui vont faire des combats contre Nick, je pense que c'est Nick Paul, ces affaires-là, tu dois pas aimer ça, voir ça, ces combats-là de stager, de gars qui n'ont pas d'allure, ça n'a pas sa place. Jake Paul, Nick Paul, il joue à Ottawa. Jake Paul, moi, je le connais. Je l'ai rencontré d'ailleurs il y a 2 semaines. J'étais en Floride. Ça a donné qu'il était au même restaurant que moi, puis on s'est parlé un petit peu, puis je l'ai félicité pour son combat. En fait, lui, Jake Paul, il est très intelligent, il utilise sa plateforme pour faire de l'argent, puis pour sa business, c'est parfait. Les fighters, le problème, c'est que les fighters qui vont se battre contre Jake Paul, souvent, c'est des fighters qui sont désespérés. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de popularité, puis ils se jettent dans la gueule du loup, parce que la boxe, c'est un sport qui est très différent que le MMA. Et Jake Paul, c'est un très bon boxeur, soit dit en passant. Il s'est beaucoup amélioré. Maintenant, c'est un boxeur au niveau, c'est un boxeur professionnel et tout. Et le problème, souvent, c'est que les gars qui vont se battre contre Jake Paul ne sont pas très bien préparés, puis ils sont désespérés. Et c'est un sport qui est complètement différent. Pour faire un peu une analogie, c'est comme, je me souviens bien, je pense que c'est les Chevaliers O'Keefe, là, je pense qu'ils sont 5, ils jouent au softball. Ils sont 4. Ils sont 4. Ils jouent au softball. Ben moi, je les ai déjà vus jouer contre des joueurs de baseball des ligues majeures. Puis le lanceur, il a striké tous les joueurs de baseball. Parce que la balle, elle se lance par en dessous, elle ne se lance pas par en bas. C'est pas la même distance. Donc, tu changes les règles d'un sport, ça change tout. Ouais. Et c'est pour ça que je fais une analogie, parce que la boxe, c'est différent du MMA. Les distances sont différentes. Nous, on a le droit d'utiliser nos pieds, nos coudes, à gripper. On a le droit d'utiliser plein de choses. La boxe, c'est un sport qui est très spécialisé, qui est très, très limité. Mais il faut que tu sois très spécialisé quand tu fais de la boxe. Et les gars d'MMA qui vont faire des combats de boxe, ils ne réalisent pas que c'est une spécialité et qu'ils prennent pas le temps de se spécialiser assez. C'est sûr qu'ils ne sont jamais aussi bons qu'un bon boxeur. Comme on a vu aussi, Victor Belfort, il a battu Evander Holyfield. J'ai trouvé ça triste parce qu'Evander Holyfield, c'était un vrai boxeur, mais il était plus vieux. Je trouvais ça malheureux. Mais c'est des choses comme ça qui me rendent triste quand je regarde ces shows-là. Mais pour le spectacle en tant que tel, je pense que ça a sa place. C'est comme on dit, comme un freak show. Puis il y a du monde qui paye pour regarder ça.
Moi, j'ai payé, puis je l'ai regardé, puis j'ai bien rigolé. Il y avait Snoop Dogg. Ouais, mais tu sais, Georges, là... Exactement. Snoop Dogg, qui et Donald Trump. Qui prendre un coup, puis Oscar de la Hoya qui est high. C'est drôle, tu sais. Mais tu sais, là, on parle de gars, tu l'as dit, il était désespéré et tout ça, mais en ce moment, Francis Ngannou, si tu le mets contre un gars comme Tyson Fury qui l'invite à tous les semaines, tu penses que ça donnerait quoi un gars dans son prime sans encore aucune chance? Si c'est un combat de MMA, Francis Ngannou, il va le tuer en 30 secondes. Ça ne passera pas la minute. Francis Ngannou va démolir Tyson Fury. Par contre, si c'est un combat de boxe, Tyson Fury va gagner. Mais je peux te dire avec certitude que Francis Ngannou va durer beaucoup plus longtemps en boxe que Tyson Fury va durer en MMA. Et c'est normal parce que c'est pas... Francis Ngannou, il est habitué, c'est un spécialiste de MMA. C'est différent. Ouais. C'est sûr que s'il touche la cible, il peut gagner. Il y a toujours la chance du puncher, comme on appelle. Mais si je regarderais les odds, il ne serait pas favori en boxe. Et Fury ne serait vraiment pas favori en MMA. Et si on fait comme Tyson Fury a donné comme option, c'est de faire un combat de boxe, mais avec les gants du UFC, ça change-tu quelque chose? Ça change pas vraiment. Ça change un petit peu, mais ça change pas vraiment quelque chose. C'est le même sport, mais avec des petits gants. Puis lui, Tyson Fury, je pense que c'est comment on appelle ça? Je pense qu'il y a une famille de gitans. Il faisait des bagarreurs de rue, ouais. Donc, il est habitué à ces choses-là. Mais il faut vraiment que tu changes les règles. Le sport en tant que tel est différent, est vraiment différent. La boxe, c'est un sport qui est très, très limité. C'est une forme de combat très limitée, très spécialisée. Pendant qu'on parle de lui, excuse Guy, parce que je vais rester avec Francis Ngannou. Il est dur à prononcer son nom en passant. Moi, je dis Ngannou. On dirait que tu as eu un bouillon. Il disait cette semaine ou la semaine dernière que tu avais donné un bon conseil dans sa carrière à lui après un combat au Madison Square Garden. Là, je pense que c'est quand tu t'étais battu contre Bisping. Ouais. Tu y avais parlé, tu avais donné un conseil qu'il avait gardé en mémoire toute sa carrière. Oui, bien, j'avais dit c'était dur quand tu reviens après plus de 4 ans là, de ne pas t'avoir battu, t'es rouillé. J'avais dit, si jamais tu défends ta ceinture, là, attends pas trop longtemps avant tes combats, entre tes combats. Mais là, je sais qu'il va avoir une opération au genou. Et là, je suis vraiment content pour lui parce que là, il était, lui, dans une situation contractuelle assez spéciale. Puis là, le UFC va être obligé de le payer. On a vu, après son combat, Dana White, il n'est même pas monté lui mettre la ceinture tellement qu'il était fâché. Je suis vraiment content pour Francis Ngannou. C'est quelqu'un qui a une histoire incroyable. Il revient de loin, puis il a fait énormément de sacrifices. Fait que je suis vraiment content pour lui. Mais il est où le problème? Tu sais, genre, c'était pas prévu de parler de ça, mais là, tu me parles de... Dana White, il était fâché. À un moment donné, c'est son combattant qui attire en ce moment, non, Ngannou? Pourquoi il est comme barré, ce gars-là? Le problème, c'est que nous, dans notre sport, on n'a pas d'union. Vous, au hockey, par exemple, vous avez une union qui définit les salaires et tout. Donc, vous êtes protégés. Les combattants à l'UFC ne sont pas protégés. Le UFC a le monopole. Alors, ce qui fait en sorte qu'ils ont le dernier mot. Il y a seulement un petit peu quelques combattants qui peuvent résister à l'UFC. Moi, j'en étais un. Par exemple, Conor McGregor, il en est un. Francis Ngannou, c'en est un autre. Puis ceux qui ont le pouvoir de résister, le UFC aime vraiment, mais vraiment pas ça, parce que c'est dangereux de faire changer la tendance. Ouais. Tôt ou tard, il va y avoir une union qui va arriver dans le sport de combat. C'est sûr que ça va arriver. Il y a eu des tentatives dans le passé. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais je suis convaincu que dans un futur, on va avoir une union qui va sortir pour protéger les combattants, leur donner une assurance après si jamais ils ont des dommages. Ça n'a pas d'allure. Les conditions sont terribles. Moi, j'ai fait beaucoup d'argent, puis je parle pour ceux qui n'en ont pas fait. Moi, je suis un privilégié, parmi des milliers qui ont réussi à faire de l'argent là-dedans. Mais il y en a comment qui même qui sont à l'UFC, je parle même pas qui sont dans les autres organisations, même ceux qui sont à l'UFC qui finissent leur carrière, ils sont brisés mentalement et physiquement, alors, et monétairement. Donc, c'est vraiment une situation qui n'est pas drôle, tu sais, pour les combattants. C'est un sport qui est très dangereux. Quand tu parles d'union, est-ce que, comme retraité, ça serait faisable que toi, tu t'imposes ou, justement, c'est tellement fermé comme milieu de l'UFC qu'ils ne te laissera pas rentrer dans No White?
Non, le problème avec ça, c'est que ceux qui ont essayé de faire de l'union avant, il y a eu plusieurs groupes. Il faudrait qu'ils s'allient ensemble, qu'ils travaillent ensemble. Mais là, tout le monde veut tirer la couverture de leur côté pour avoir de l'argent. Je pense que l'idée est bonne, mais je pense que l'intention était peut-être pas bonne au début. Les gens qui voulaient se mettre là-dedans, mais ils se mettaient là-dedans pour faire du cash. Au lieu de. Il faudrait que quelqu'un fasse ça pour que ce soit purement avec de la bonne volonté. C'est sûr qu'il y a de l'argent à faire, mais il faut qu'il fasse ça avec une bonne intention. OK. Puis on parle de sport dur, puis c'est bien évidemment, c'est pas aussi dur que l'UFC, mais le hockey aussi amène plusieurs blessures et tout ça. Puis je voulais t'entendre, parce que là, on entend toutes sortes de choses. Carey Price s'est fait opérer au genou et tout ça, puis le monde dit c'est long, puis tout ça. Tu as vécu une grosse opération au genou, puis je sais que c'est pas tous les blessures au genou qui sont la même, là, puis c'est le même temps, mais juste nous, on va montrer des photos à l'écran, parce que c'était quand même difficile ce que tu as vécu. Là. Je te regarde dans le lit, là, pas facile là, quand même. Là. Et, non, mais je veux savoir c'est quoi les étapes, et à quel point c'est difficile de retrouver ton genou, puis de te retrouver toi-même dans tout ça. Moi, j'avais eu deux ligaments croisés. J'ai eu le droit et le gauche. Et les 2 fois, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me faire opérer à Los Angeles par un docteur c'est le docteur Neil Elatrash. Ouais. Lui, il a fait Tom Brady aussi. Okay. Donc, l'opération est très importante, mais aussi, ce qui était le plus important pour moi, c'était la rehab, ma réhabilitation. L'affaire au Québec, c'est que tu n'as pas de programme spécialisé. Ils te mettent avec monsieur, madame, tout le monde. On le sait, on regarde ce qui se passe avec le COVID. On n'a pas le meilleur système de santé ici. Donc, moi, j'aimais mieux payer avec l'argent pour être sûr et certain que je revienne à 100%. Parce que mon corps, c'est mon outil de travail. Donc, je pouvais me le permettre. C'est pour ça que je l'ai fait. Au hockey, je ne sais pas c'est quoi les options. Ils ont sûrement des programmes. Je suis certain qu'ils ont des très bons docteurs. Ouais. Mais ce qui est important aussi, c'est la réhabilitation. Puis moi, c'était l'hiver quand j'ai fait mon opération. Fait que je voulais être sûr et certain que j'aie accès à toutes les choses possibles pour pouvoir récupérer du mieux que je pouvais. Parce que quand on a une opération de cette envergure-là, les premières semaines qui sont immédiatement après l'opération sont primordiales, sont super importantes. Attends une minute, désolé de te couper, juste pour mettre les gens en contexte. Ces semaines-là, c'est les semaines où Carey Price est rentré dans le programme d'aide de la Ligue nationale de hockey. Juste pour mettre un parallèle. Oui, bien, ces semaines-là, c'est les semaines les plus importantes parce que si tu manques ces semaines-là, c'est irrécupérable. Tu as ce qu'on appelle du scar tissue qui peuvent se former. Puis, tu ne peux pas le récupérer. Donc, les premières semaines, là, si tu demandes à quelqu'un qui est un kiné ou un docteur, il va te le dire, c'est les plus importantes. Les premières semaines, quand tu commences à faire ta réhabilitation. Ça ressemble à quoi, ça? Bien, il y a plusieurs choses. Moi, je me souviens, ce qui m'avait beaucoup aidé, moi, c'était aller dans l'eau, dans la piscine. Parce que dans l'eau, ce que ça fait, c'est que quand tu vas creux dans l'eau, c'est que ça compresse. À cause de la pression, l'eau, elle te compresse. Donc, quand tu bouges ton articulation, avec la compression du joint par-dessus, bien, ça l'aide à flusher toute l'inflammation. Moi, ça m'avait beaucoup aidé. Donc, je faisais beaucoup d'entraînement dans l'eau. J'étais avec des joueurs de football américain de la NFL, puis j'ai beaucoup appris de ça. Wow, c'est vraiment intéressant. Je savais la partie dans l'eau. Moi, je l'ai faite à mon opération à hanche, mais je veux dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis, s'il y a un point dernièrement qui est assez populaire ou impopulaire, là, puis je pense que toi, tu l'utilises un peu, là, ce qui est le jeûne ou le fasting qu'on appelle, là, je pense Georges Larac fait il n'est pas gêné là-dessus. Là, je pense qu'il est rendu à sa 9e journée aujourd'hui. Là. Où tu te situes dans cette chose-là? Puis, comment tu vois ça? Toi, je pense que tu l'utilises, là, si je ne me trompe pas? Mais il y a différents types de jeûnes. Tu as des jeûnes à l'eau, tu as des jeûnes intermittents, tu as des jeûnes qui sont longs. Moi, je fais différents types de jeûnes. Normalement, je mange je mange 2 fois par jour. Moi, je ne mange plus mon déjeuner au début. Ben, en fait, mon déjeuner, je le prends après-midi. Je ne mange plus le matin. Avant, je mangeais le matin et maintenant, j'ai arrêté. Puis, je me sens très, très bien. Même, je me sens encore mieux. Et 4 fois par année, je fais des longs jeûnes, des jeûnes à l'eau. Ce que je fais, c'est que j'arrête de prendre des calories pendant 3 à 5 jours. Wow. Et ce que je fais pendant ce temps-là, c'est que j'ai juste le droit de boire de l'eau. Et je m'entraîne aussi avec ça. C'est sûr que après la 2e journée, je modifie mon entraînement parce que je n'ai pas le même niveau d'énergie. Mais j'aime beaucoup ça. Je pense que ça l'aide à booster mon système immunitaire. Ça enlève mon inflammation.
quand je m'entraîne fort, puis ça l'aide aussi à me sentir mieux. Quand je remange, puis je suis à table avec des gens, puis même si on mange la même chose, je leur dis avec confiance, je leur dis, voyez mon repas, là, ce soir, il va goûter mieux que tout le vôtre. C'est vrai. Pas le mien, je mets beaucoup de sauce. mais c'est vraiment intéressant, puis c'est important pour les gens qui écoutent. Là, c'est consulter un professionnel. Toi, tu es entouré d'une équipe, puis il y a du monde qui te conseille, puis c'est pas conseillé pour les jeunes non plus qui sont qui grandissent puis qui ont besoin de toute cette énergie-là, de la nourriture. Fait non, exactement. Exact. Avant d'aller là-dedans, consulter un professionnel, mais c'est intéressant. Consulter un docteur, parce que des fois même, vous avez peut-être des conditions que vous n'êtes même pas au courant vous-même. C'est ça. Moi, j'ai été un peu extrême, je l'ai fait d'un coup, mais je suis un athlète, je suis quelqu'un qui est en forme, je suis habitué aux pertes de poids. Moi, dans mon sport, on perdait du poids, donc je suis habitué à faire avec ce stress-là. Mais si tu n'as jamais fait ça, consulte ton docteur avant, puis moi, je pense que c'est mieux d'y aller progressivement. Là. Ouais, moi aussi, ça je fais, j'arrête 15 minutes, et je vois comment je me sens. C'est un sac de chips, ça repart. Guillaume il jeûne à tous les jours, entre 11h et 11h30. Je prends pas de chance. Hey Georges, il nous reste 2 questions pour toi. Une que je veux savoir, un autre comparatif avec un joueur du Canadien, Brendan Gallagher. On trouve qu'il a ralenti et tout ça. Je veux savoir à quel point c'est difficile de s'adapter aux nouvelles générations, puis de s'adapter à son âge en tant qu'athlète. Tu sais, c'est quoi les sacrifices, puis qu'est-ce qu'il faut changer mentalement? Ben, mentalement, moi, des fois, le stress... J'avais tellement de stress que j'oubliais que la raison principale pour laquelle je faisais ça, c'était parce que j'aimais le sport, j'aime les arts martiaux. C'est sûr que le combat, j'aimais pas me battre. Je sais pas si c'est la même chose au hockey. Des fois, il doit y avoir tellement de stress, surtout quand tu joues pour les Canadiens de Montréal. Là. Un peu. T'es comme le point d'attraction le plus populaire. Fait que le stress, il prend tellement de place que tu oublies que la raison principale pour laquelle tu as commencé à jouer au hockey, c'est parce que tu as du plaisir. Oui. Puis je pense que quand on a du plaisir à faire quelque chose, on a toujours des meilleurs résultats. Donc, je pense que c'est d'essayer de se retrouver là-dedans et d'essayer de retrouver le plaisir là-dedans. D'essayer de penser, de s'arrêter à penser et de dire, tout le monde, là, essayer d'oublier les critiques, puis tout le monde qu'est-ce à faire voir. Je me concentre juste sur moi, puis je m'amuse, puis je fais ce que moi je veux faire, puis j'écoute l'entraîneur, puis je le fais pour le plaisir. Puis je pense qu'en faisant ça, les résultats peuvent être plus positifs à ce niveau-là. Et physiquement, ça c'est mentalement, mais physiquement? Bien, physiquement, c'est sûr que tu dois faire toujours l'entraînement, puis souvent on parle de surentraînement. Je suis convaincu aussi que le surentraînement, il n'est pas seulement lié au volume d'entraînement et à l'intensité de l'entraînement. Ça peut être lié aussi aux problèmes personnels que tu as, aux problèmes émotifs. Si tu as des problèmes personnels avec ta famille ou peu importe, tu n'arrives pas à dormir parce que tu es stressé ou pour X raison, bien, ça a un effet sur ta récupération. Fait que tu peux être surentraînement, c'est un mot qu'on a inventé. Ça n'existe pas. En fait, c'est pas assez récupéré. Tu n'as pas assez récupéré. Ouais. C'est ça le vrai terme. Ce qui est incroyable, pareil, Guillaume puis Georges, parce qu'en ce moment, tout ce que Georges décrit depuis tantôt, Carey Price, il a tous ces problèmes-là. Physique, les problèmes à la maison, le sommeil. On s'entend que comment tu veux récupérer. Moi, je donne un petit break à Carey de ce côté-là. Puis Guillaume, l'aspect mental. Ouais. Ça l'amène à l'aspect mental, là, sa dernière question. Aujourd'hui, c'est belle cause pour la cause, tout ce qui est santé mentale, puis c'est quelque chose de très important au Québec. Puis on le dit souvent, là, nous autres, on est avec Québécois, on est avec Cogeco, puis c'est Belle qui fait cette promotion-là. Pour nous, c'est important d'en parler pareil, parce que la santé mentale va au-delà de qui tu représentes et pour qui tu travailles. Fait toi, c'est quoi ton expérience face à la santé mentale? As-tu déjà vécu un épisode dans ta carrière? Absolument. Moi, après un de mes combats, je suis parti pendant plus de 4 ans, avant mon combat contre Michael Bisping, c'est que j'étais en dépression. Puis je me souviens à l'époque, je voulais pas l'admettre parce que j'avais honte de dire que j'étais en dépression parce que je me disais dans ma tête, les gens ils vont dire de quoi qu'il se plaint, lui, il est millionnaire, il est populaire, de quoi qu'il a à se plaindre. Mais en fait, en réalité, c'est que j'étais en dépression. J'avais beaucoup de problèmes personnels. J'avais des problèmes avec le UFC. Puis j'avais trop eu de pression pendant trop longtemps en plus de ça. J'avais craqué. Puis à la fin de mon combat, ça avait mal sorti. Je m'avais mal exprimé. Puis je ne savais pas comment le dire. Puis je regrette d'avoir fait ça de cette façon-là. J'aurais dû le faire d'une autre façon parce que ça a vraiment mal paru. Mais maintenant, j'ai plus peur de le dire. Puis oui, j'avais eu une dépression. J'avais des problèmes.
Puis j'admire ceux qui en parlent, comme Tyson Fury, il y a des joueurs de hockey aussi qui en parlent, puis Simone Biles, puis c'est important parce que le cerveau fonctionne différemment de chaque personne, puis chaque personne a des problèmes différents. Donc, tu ne peux pas juger quelqu'un. Il faut que tu sois dans sa peau pour le juger. Donc, c'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'en es sorti, justement, puis tout est... Je sais que pour un athlète professionnel, d'une certaine façon, on est mieux entouré. Mais qu'est-ce que tu dirais à monsieur et madame tout le monde, mettons? J'ai réglé beaucoup de mes problèmes personnels, puis le fait que je me suis sorti du radar, ça m'a fait du bien. J'ai eu le temps de régler plusieurs de mes problèmes personnels. Ouais. Aussi, ça m'a enlevé beaucoup de pression. J'ai eu le temps de faire certaines choses que je n'avais pas le temps de faire. Puis ça m'a permis de respirer puis de me retrouver. Je suis allé dans ce temps-là. Moi, je suis un fan. J'ai étudié la paléontologie un petit peu. J'ai pris des cours par correspondance. C'est ma passion, c'est ma deuxième passion. Fait que j'ai pu voyager à travers le monde, aller sur des sites. J'ai même fait une émission j'ai fait un pilote pour une émission qui s'appelait Boneyard. Puis ça n'a pas fonctionné parce qu'eux, ils voulaient que l'émission soit à propos de Georges Saint-Pierre qui visite des sites de paléontologie. Puis moi, je ne voulais pas que ça soit à propos de moi. Je voulais que ça soit à propos de la paléontologie. Donc, on ne s'est pas entendu. Puis ça n'a pas abouti, mais il y a eu des pilotes qui ont été faits. Ça a passé à la TV. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Puis ils ont été vraiment gentils d'ouvrir le site pour moi. Fait que comme Annie a dit sur le chat, dans le fond, toi, tu as mis priorité sur Georges Saint-Pierre. Puis c'est ça l'important dans une situation où ça va pas bien dans la vie. Exactement. Tu mets la priorité sur toi en premier, puis après ça, les personnes que tu aimes, puis après ça, les autres. Tu vas par comme une échelle, puis tu fais ce qui est la priorité en premier. C'est bon à savoir. Merci, Georges. Puis c'était un témoignage. Ouais, vas-y, Max. C'est touchant, mais moi, avant qu'il parte, je vais dire que là, après l'entrevue, je réalise sa passion pour les dinosaures. C'est un acteur. Fait que on va-tu te voir dans Jurassic Park un jour? Regarde, on va vous montrer quelque chose, les gars. Vous me voyez, là? Attends, faut que je vous montre un truc, là. Ah, j'ai hâte de Moi, je suis surpris que Max n'ait pas dit « Hey, Georges, on part, on va visiter un site ensemble. » Des miniatures, là, mais gars, je vais vous montrer des vrais. Ça, c'est une dent de tyrannosaure, ça. Aïe, aïe. Avec la racine et tout. Ça, c'est une dent de mégalodon. Un mégalodon, c'est un requin préhistorique. Tu prends ça où, mettons, là? Ben, tu peux acheter ça en ligne. C'est pas moi qui ai déterré ça dans ma aquarium. Ça, c'est un mosasaure. Mercado, c'est au Mercado sur Tachereau. Oui. OK, ça, c'est quoi? C'est un crâne? Non, ça, c'est un maxillaire inférieur d'un mosasaure. C'est un reptile marin qui a plus de 66 millions d'années. J'ai plein de trucs. J'ai des. Puis tu réussis à dormir, t'as pas peur, moi, il me semble. Me sentirais un mégalodon en dessous du pied. J'ai plein de trucs ici, tu sais. Ça, c'est écœurant, ça. Ouais, vous voyez, j'ai plein de. C'est quoi ta pièce, là, ton morceau que tu capotes dessus, là, ton numéro 1? En fait, il y en a plusieurs que c'est des répliques. Il y en a que c'est pas des vrais. Il y en a que mais ceux que je vous ai montré, là, la mâchoire de mosasaure, c'est pas un gros mosasaure, bien sûr, parce que sinon, il ne rentrerait pas dans la maison. Mais je parle, c'est un mâchoire d'un mosasaure bébé. Puis j'ai des dents aussi d'un mégalodon. Un mégalodon, c'est un requin préhistorique qui chassait les baleines. C'est le plus gros requin qui a existé de tous les temps. Ça a disparu il y a 2,5 millions d'années environ. Là, t'es-tu un fan de Star Wars aussi? Parce que je suis désolé, mais là, on t'a dit Star Wars. On voit Dark Vader, Mandalorian, ça c'est Boba Fett, ça c'est un... J'étais allé à une convention Star Wars, à un moment donné, il y a un gars, il m'a donné un casque, il dit « Tu fais partie des Mandaloriens. » C'était écœurant. Gros goût, Qui-Gon Jinn, ça c'est un autre, en tout cas un tyrannosaure. Ben voyons donc, c'est écœurant ça. Ben, j'ai une question, Georges. Ma cave est comme un musée. J'ai une question, puis t'es pas obligé de répondre, tu peux dire « Je suis pas à l'aise », mais mettons, une dent de... Ça peut valoir combien sur Internet? Ben, si t'es pas à l'aise, tu me dis Guillaume. Non, il y en a à tous les prix. Il y en a qui gaspillent leur argent pour des folies, des voitures, des bijoux, des trucs. Moi, c'est mon truc. Moi, le monde, ils sont fous raides. Puis, pour certaines choses, moi c'est mon truc. Moi, je trippe là-dessus parce que c'est en fait, la dent, là,
c'est pas une dent de dinosaure, c'est l'empreinte que la dent a laissée. Puis les minéraux ont fait en sorte que ça s'est imprégné dans la roche. C'est comme une signature. Fait que c'est pas vraiment la dent, c'est la signature que la dent est devenue. Wow, puis il y en a à tous les prix. Tu peux avoir un squelette complet pour des millions de dollars, là, mais moi, je ne vais pas dépenser de l'argent pour ça, mais tu en as pour, ça peut coûter 500, ceux que j'ai, ça peut coûter 500 à 2000 dollars. Ça dépend de quel est le spécimen aussi, la qualité que ça a été conservé. Ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est toute beauté. J'adore ça. Max, ça prend une émission spéciale quand on va pouvoir. Là. Il y avait un Triceratops là, récemment qui était en vente, je pense que c'était pour 5 millions de dollars, un truc comme ça, parce qu'il était bien conservé. Il y en a tous les prix. Là. Wow. J'avais des amis qui me niaisaient, ils me disaient hey, t'es pas game d'acheter le Triceratops, de le mettre sur ta cour en avant de la maison. Fait que je l'ai fait. Non. Ben moi, je te le dis, Georges, Guillaume et moi, peu importe c'est où dans le monde, un jour, si tu veux aller faire une visite d'un site où des anciens dinosaures, whatever, on s'en va là et on filme toute la patente. Ben, ça me ferait plaisir. Je vais vous emmener. Je vais vous emmener. Je vais vous présenter des gens, mais ça ne sera pas au Québec, malheureusement. Au Québec, il y a eu beaucoup d'érosion. Faudrait aller plus comme en Alberta ou peut-être au Dakota. On peut aller comme en Égypte. Il y a plein de places à travers le monde, mais en Amérique du Nord, l'hémisphère Est, dans l'Est, il y a eu beaucoup d'érosion. C'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup de fossiles du Jurassique et du Crétacé, malheureusement. Oh, wow. J'adore ça, c'était écœurant. Georges! Merci beaucoup, Georges. Le chouchou qui vient année après année, une fois ou deux, puis il nous reste 21 shows, fait que c'est sûr qu'on va te rappeler avant la fin. C'est certain. C'est tout le temps bon, c'est tout le temps le fun. C'est écœurant, honnêtement. Ça n'a pas d'allure. All right, les boys. Merci, Georges. Salut, mon Georges. Bye bye. Bye bye.